Bonjour, Noël Evora ici. Bienvenue au module 2 de ma formation en développement personnel. Formation qui, vous le savez déjà, s'intitule Découvre qui tu es pour changer ta vie. Dans ce module, je vais aborder le fonctionnement de l'esprit qui est une des thématiques dont j'ai parlé dans le module précédent. Et l'accent sera mis tout particulièrement sur la dualité de l'esprit et on verra le conscient et le subconscient. Mais tout d'abord, parlons du docteur Thurman Fleet et vous vous posez la question, c'est qui ce monsieur? En fait, le docteur Fleet était un chiropraticien et un guérisseur et enseignant de la métaphysique. C'est le fondateur d'un concept qu'il a appelé Concept Therapy. C'est un art de guérison qui identifie et qui élimine les idées fixes dans le subconscient, idées fixes qui sont responsables des maladies. En développant ce concept, il a commencé à avoir tellement de bons résultats que les gens affluaient vers sa clinique. Donc il a dû même changer, déménager sa clinique 3 fois, puisqu'à chaque fois, il ne répondait plus aux normes d'incendie. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde dans sa clinique que les normes d'incendie n'étaient plus respectées. Et une autre anecdote, c'est que le docteur Thurman Fleet était devenu tellement célèbre, il y avait tellement de la circulation quand il était dans son cabinet, dans sa clinique, que la police était obligée de faire la circulation donc devant sa clinique lorsqu'il se trouvait dans sa clinique. Donc c'était un chiropraticien et c'est quelqu'un qui, avec sa concept therapy, s'est rendu compte que en fait l'esprit et la façon de penser créaient la maladie. Donc il s'est dit, il faudrait que je trouve une image pour représenter l'esprit et pouvoir expliquer le fonctionnement de l'esprit à mon public. Et cette idée est partie du fait que une grande majorité de gens pensent en images. Bon, j'ai fait plusieurs recherches pour trouver 60 à 65%, c'est ce qui ressort de mes recherches. Donc 60 à 65% des gens pensent en images. Et c'est pourquoi en 1934, il a introduit le croquis du bonhomme allumette. En anglais, on appelle the stick person. Donc avec ce croquis, il était capable de donner une image de l'esprit. Et comme la majorité des gens quand même pensent en images, les gens pouvaient plus, d'une meilleure façon, fixer, avoir une idée de son concept et bien comprendre le fonctionnement de l'esprit. Donc voyons un peu à quoi ressemble le bonhomme allumette du docteur Fleet. Donc au niveau de la tête, il représente l'esprit avec ses deux modes de fonctionnement, donc l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Les petites antennes, c'est en fait nos 5 sens, donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. Et en bas, c'est le corps. Donc vous vous rappelez que je vous ai dit que le corps est l'instrument de l'esprit. C'est un croquis aussi que Bob Proctor utilise beaucoup dans son enseignement. Et c'est un croquis que j'aime et que je vais aussi utiliser parce qu'il explique très très bien comment notre esprit fonctionne. Donc, on a un esprit, mais deux modes de fonctionnement de l'esprit bien distincts. Donc, un esprit, mais deux modes de fonctionnement. Donc, c'est la dualité de notre esprit. Donc, on a un esprit conscient. On a nos 5 sens qui nous renseignent sur le monde extérieur. Et on a un esprit subconscient.
Dans la nomenclature des termes qu'on utilise pour l'esprit conscient, on parlera de l'esprit objectif, l'esprit rationnel, l'esprit éveillé, l'esprit volontaire, c'est aussi l'esprit intellectuel. Le docteur Joseph Murphy parle du soi en surface. Et il y a aussi, on parle souvent de l'esprit conscient comme étant le mal. Quant à l'esprit subconscient, c'est l'esprit subjectif, l'esprit irrationnel, endormi, involontaire. Tous ces termes-là sont parfois utilisés. C'est l'esprit émotionnel. Et on va le voir plus tard. Pourquoi? C'est le soi profond. Si l'esprit conscient était le mâle, l'esprit subconscient, c'est la femelle. L'esprit conscient a la particularité de penser, donc de créer nos pensées. Et une autre particularité de l'esprit conscient, c'est qu'il peut accepter ou rejeter une pensée. Donc dans votre esprit conscient, vous avez la capacité de rejeter une pensée, comme vous pouvez aussi l'accepter. Par contre, l'esprit subconscient ne peut pas rejeter une pensée, doit accepter. Donc vous voyez déjà là le mode de fonctionnement qui est très différent entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient. L'esprit subconscient doit accepter et ne peut pas rejeter une pensée. Par contre, l'esprit conscient peut l'accepter ou la rejeter. Et une autre particularité de l'esprit subconscient, c'est qu'il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, si vous pensez que quelque chose est vrai alors que c'est faux, l'esprit subconscient va l'accepter. Parce que l'esprit subconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. En termes de pourcentage du temps qu'on passe dans chacun des modes, les chiffres disent qu'entre 5% et 10% du temps, on utilise notre esprit conscient. Mais entre 90 à 95%, c'est notre esprit subconscient. Et ça peut se comprendre très très bien. Par exemple, si vous vous levez et que vous commencez à marcher, c'est votre esprit subconscient qui contrôle tout. Pourquoi vous ne pensez pas « je vais lever mon orteil, je vais lever mon pied, je vais bouger ma cheville, je vais bouger mes genoux, je vais me mettre, je vais utiliser tel muscle ». Non, tout cela se fait en autopilote par l'esprit subconscient. Donc la majorité du temps, c'est votre pilote automatique qui fonctionne, votre esprit subconscient. Et cela se comprend aussi si durant une journée, on devait penser à tous les mécanismes du corps qu'il faut contrôler, sur lesquels il faut agir, notre cerveau serait tellement fatigué qu'à la fin de la journée, on serait mort de fatigue. Donc, très important de savoir que on fonctionne dans la majorité du temps avec notre esprit subconscient et de bien comprendre la différence dans le fonctionnement de l'esprit conscient par rapport à l'esprit subconscient. L'esprit conscient s'éteint, par exemple, quand on dort. Quand vous allez dormir, vous n'êtes pas conscient. Votre esprit conscient s'éteint et c'est votre subconscient qui contrôle tout. Cet esprit conscient aussi s'éteint quand on est sous anesthésie. Vous allez en chirurgie, on vous donne une anesthésie générale, vous n'êtes plus du tout conscient. Vous ne savez pas ce qui se passe. C'est le cas aussi quand on est sous hypnose. Par contre, l'esprit subconscient, travaille jour et nuit, 24 heures sur 24. Pendant notre sommeil, c'est l'esprit subconscient qui contrôle tous nos organes. L'esprit subconscient aussi, c'est comme une boîte enregistreuse. Elle enregistre toutes
les impressions reçues du conscient depuis notre naissance. Et donc, elle peut aller chercher cette information-là. Donc, notre subconscient, notre façon de fonctionner comme un autopilote, c'est grâce à ce mécanisme-là. Parce que toutes ces impressions-là, ces informations ont été enregistrées par notre esprit subconscient. Donc, on a parlé un peu de la dualité de l'esprit, mais cette dualité fait en sorte que nous sommes reliés à deux mondes bien différents. Par notre esprit conscient, l'organe qui contrôle tout, c'est le cerveau et le système nerveux cérébro-spinal qui nous met en communication consciente avec le monde extérieur. Et nos cinq sens aussi participent. Avec la vue, on peut voir nos résultats, par exemple. On peut voir ce qui se passe dans notre environnement. On peut entendre ce que les gens disent. Donc cela nous met en étroite relation avec le monde extérieur grâce à notre esprit conscient. Par contre, le subconscient est lié au plexus solaire, qui est en fait un centre nerveux qui contrôle un peu toutes les émotions. Ici, je montre un peu où se trouve le plexus solaire, derrière l'estomac, en bas de la poitrine et au-dessus du nombril. Donc, ce plexus solaire-là, c'est un centre nerveux de stabilité interne et externe. C'est pourquoi, quand vous avez certaines émotions, vous allez sentir comme du poids dans votre estomac. C'est pourquoi aussi, si on a plusieurs émotions négatives à répétition, on peut avoir un impact sur les organes parce que le plexus solaire est relié à la quasi-totalité des organes qui sont dans notre abdomen. Donc cela aura un impact sur le foie, sur les intestins, l'estomac, ainsi de suite. Et ce plexus solaire-là, qui est l'organe du subconscient, nous met en étroite connexion avec notre monde intérieur. Et ce monde intérieur-là est connecté à l'esprit universel, qui est en fait Dieu. Donc Dieu n'est pas une réalité externe, mais Dieu est une réalité interne. On est avec Dieu. Et une des lois de l'esprit qu'il faut bien retenir, c'est que le monde intérieur crée le monde extérieur. Donc la relation se passe dans ce sens-là. Le monde intérieur crée le monde extérieur. Donc si vous voulez changer vos résultats, le monde extérieur, vous ne travaillez pas sur les résultats, vous travaillez sur le monde intérieur, parce que c'est là où se trouve le problème. Si vous n'êtes pas heureux, ce n'est pas en achetant par exemple une voiture ou en achetant de nouveaux habits que votre état intérieur va changer. Parce que vous serez heureux peut-être l'espace de quelques minutes, mais étant donné que c'est votre monde intérieur qui crée le monde extérieur, on est heureux à l'intérieur d'abord. Et cela se reflète sur le monde extérieur. Donc très important de reconnaître cette loi-là, que le monde intérieur crée le monde extérieur. Comparons un peu le conscient et le subconscient avec certaines analogies. Par exemple, le docteur Joseph Murphy, dans son livre, parle du conscient comme étant le capitaine du navire, donc le capitaine qui donne des ordres. Donc on peut voir l'image d'un capitaine qui donne des ordres. Donc le conscient donne des ordres au subconscient. Moi, je le considère comme le gardien du temple, parce que le conscient est en fait un filtre, puisqu'il peut accepter ou rejeter une pensée.
Donc, il peut empêcher le subconscient d'être pollué par des pensées négatives. Donc, vous avez ce contrôle-là. Mais si vous n'êtes pas conscient que vous l'avez, vous pouvez ne pas l'exercer tout simplement par ignorance. Le conscient aussi, c'est le mal. Et le mal génère la semence. Et les pensées sont des graines. Et comme les pensées sont des graines, il est tout à fait normal qu'une des analogies qu'on fait du subconscient, c'est que le subconscient, c'est comme un sol. Donc un sol ne peut qu'accepter une graine. Elle peut pas, le sol plutôt il ne peut pas refuser une graine. Donc vous pouvez planter une graine qui va donner un bel arbre qui donnera de beaux fruits, comme vous pouvez planter aussi une graine qui va donner une espèce vénéneuse de la mauvaise herbe, par exemple. Et ce sol-là ne peut qu'accepter la semence que vous lui donnez. C'est la même chose avec votre subconscient. Le subconscient, c'est la femelle, et entre le mâle et la femelle, il n'y a pas une relation de maître et esclave, mais en fait, il y a une relation d'amoureux. Très important de garder cette métaphore en tête, puisqu'on va l'aborder à un certain moment dans la formation. Le subconscient ne comprend que le langage des émotions. Donc, quand vous pensez avec votre conscient, vous ne pouvez transmettre cette information au subconscient que lorsque la pensée est empreinte d'émotions. Parce que le subconscient ne comprend que le langage des émotions. Et vous voyez même que l'organe du subconscient, c'est le plexus solaire, qui est un peu un centre nerveux, qui est en lien très étroit avec les émotions. Le subconscient, c'est le siège de notre programmation mentale, donc de nos paradigmes. Et dans le prochain module, je vais aborder cet aspect-là beaucoup plus en détail, donc de notre programmation mentale qui a une très grande influence sur les résultats qu'on observe à l'extérieur. Vous vous rappelez de la loi qui dit que le monde intérieur crée le monde extérieur. Donc, votre subconscient a votre programmation mentale, c'est votre monde intérieur, et cette programmation mentale-là va créer vos résultats. Et si vous voulez changer vos résultats, vous devez changer votre programmation. On ne travaille pas sur les résultats, on travaille sur l'intérieur. Une autre loi, toute pensée empreinte d'émotion. Vous vous rappelez que le subconscient comprend uniquement le langage des émotions. Donc toute pensée empreinte d'émotion est reçue par le subconscient qui va travailler en étroite coordination avec l'esprit universel pour trouver l'exacte correspondance au niveau énergétique. Ça, c'est une loi. Il y a plusieurs éléments là-dessus, mais l'élément qui est important, c'est l'émotion. Donc, c'est la pensée qui est empreinte d'émotion que le subconscient reçoit et qui se met au travail. Donc, supposons que vous vous levez le matin et vous vous levez avec de mauvaise humeur et vous transférez cette émotion-là à votre subconscient. C'est une énergie négative. Le subconscient va dire, cette personne-là, c'est ce qu'elle recherche. Et donc, vous allez peut-être prendre votre auto et tomber sur quelqu'un, un cas de rage au volant par exemple. Vous pouvez arriver au bureau et vous retrouver dans une situation conflictuelle avec un collègue. C'est parce que vous auriez passé cette émotion-là à votre subconscient et le subconscient va trouver l'exacte correspondance au niveau énergétique. Donc, le subconscient, c'est l'esprit créateur. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que tu es le maître de ton destin. Tu es le chef d'orchestre. Tu peux générer les graines, de bonnes graines avec ton conscient, les planter dans le sol, dans le subconscient, et avoir les résultats que tu veux.
Donc, tu es le maître de ton destin. Tu es le chef d'orchestre. Regardons un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent sur l'esprit et la pensée. Notre esprit et l'esprit universel sont un. Et c'est une énergie qui est potentielle, une énergie statique. Elle est là disponible. Elle n'attend que toi pour avoir une formulation à travers tes pensées et pour créer la chose que tu veux. Donc c'est une énergie potentielle statique. Donc notre pensée va utiliser cette énergie potentielle et lui donner une forme. C'est une force vibratoire, notre pensée. C'est en fait la phase dynamique de l'esprit. Donc on parle de l'énergie, on passe de l'énergie potentielle statique à une phase dynamique de l'esprit grâce à nos pensées. C'est aussi un moule. Notre pensée, c'est le moule qui donne une forme à l'énergie potentielle. Donc tout existe déjà, puisque l'énergie potentielle est là. Attendant uniquement par nos pensées qu'on crée le moule pour donner la forme qu'on veut. Donc par nos pensées, nous pouvons transmuter la chose voulue du niveau potentiel, donc du niveau spirituel sans forme, au niveau matériel, donc au niveau physique, avec la forme que l'on veut. Donc l'esprit universel étant omniprésent, omnipotent et omniscient, notre esprit et l'esprit universel faisant une seule chose, un esprit, notre esprit l'est aussi. Parce que notre esprit ne peut pas être en contradiction avec l'esprit universel puisqu'ils sont un. La partie d'un tout ne peut pas rejeter les caractéristiques du tout. Une chose aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on crée notre réalité individuellement, mais aussi collectivement. Le docteur Bruce Lipton, dans une de ses vidéos, dit qu'on ne peut déclencher une guerre tant qu'il n'y a pas assez de personnes prêtes à aller en guerre. Donc, on peut créer au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Une autre loi ici, c'est que l'esprit est la cause et la manifestation physique est l'effet. Donc, il y a une relation ici de cause à effet. La cause étant l'esprit, donc nos pensées sont la source de tout, et la manifestation physique, c'est l'effet. Donc tu penses d'une certaine façon, tu auras les résultats correspondants. Tu penses d'une autre façon, tu auras aussi les résultats qui correspondent à ta façon de penser. Donc l'esprit, c'est la cause, et la manifestation physique, c'est l'effet. Donc si tu veux changer l'effet, tu ne travailles pas avec l'effet, tu vas rechercher la cause, donc au niveau spirituel. Regardons maintenant un peu la puissance de nos pensées, quelques éléments ici de réflexion que je vous donne. Un des premiers éléments, c'est l'effet placebo. Vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est l'effet d'une pensée positive. En fait, dans le domaine médical, plusieurs personnes ont été guéries alors qu'on leur avait donné une pilule qui était tout simplement du sucre. Donc, ce n'est pas la pilule qui a guéri ces personnes-là, mais c'est en fait la croyance, la pensée positive qu'elles avaient vis-à-vis de la pilule. Et le docteur Bruce Lipton le dit, c'est une statistique que je tiens de lui, c'est qu'un tiers des guérisons, incluant les chirurgies, sont le résultat de l'effet placebo, donc l'effet d'une pensée positive. Et de la même façon que l'effet placebo existe, donc au niveau positif, il y a un effet nocebo qui est l'effet d'une pensée négative, qui va produire aussi le résultat correspondant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc après un diagnostic, si l'esprit accepte l'idée de la mort imminente, même si les cellules, comme en tant qu'entité individuelle, sont très intelligentes, mais les cellules vont répondre à la voix de l'esprit et commencent à mourir.
Donc là, on voit l'effet d'une pensée négative. Donc, en fait, la maladie ne tue pas, mais la croyance au diagnostic du médecin. Donc, c'est ça qui tue. Ce n'est pas la maladie, mais la croyance au diagnostic du médecin. Je parle aussi ici de maladies psychosomatiques. Psycho fait référence à l'esprit et le soma, c'est le corps. Donc, un trouble au niveau de l'esprit va causer une pathologie au niveau physiologique. Donc, on voit encore ici un élément qui explique très bien, qui démontre la puissance de nos pensées. Et au niveau biologique, le docteur Bruce Lipton en parle beaucoup. C'est l'épigénétique, c'est en fait la nouvelle biologie, parce que l'ancienne biologie était tout simplement liée au fait que les gènes, si on a certains gènes, on aura certaines maladies. Or, avec toutes les découvertes récentes, le docteur Bruce Lipton a fait plusieurs tests de laboratoire qui ont montré que c'est en fait l'environnement et de façon beaucoup plus particulière la perception que l'on a de son environnement qui va changer l'activité génétique. Donc, si vous pensez que vous avez un certain gène, et si par vos propres pensées, vous focalisez là-dessus, et que vous, émotionnellement, vous pensez au fait que vous allez avoir une maladie, que vous entretenez ce genre d'émotion, votre subconscient va le prendre. Et c'est ça qui va changer l'activité génétique. Donc certaines personnes, même avec ces gènes-là, n'auront jamais cette maladie. Et c'est toute une science qui se développe maintenant, qui est l'épigénétique. Épi voulant dire qu'on va même maintenant au-delà de la génétique. Et Karl Menninger a une citation bien célèbre qui dit que l'environnement est plus important que l'hérédité. Je peux vous donner juste un petit exemple. Pour moi, je suis né au Sénégal. Supposons qu'après ma naissance, on me transporte et on m'envoie en Chine. Donc, dès après ma naissance, si on m'a emmené en Chine, je commencerai petit à petit à avoir des habitudes de vie chinoises. Même si au niveau de mes gènes, je n'ai rien de chinois. Donc je commencerai à manger comme les Chinois, je serai habitué à leur mode de vie, à leur façon de penser. Donc l'environnement est plus important que l'hérédité. Voyons un fait réel qui explique bien la puissance de nos pensées. Et là, je vais faire une mise en situation. Supposons, vous avez un fils qui vient tout juste de commencer sa première année à l'école. Donc, première année à l'école et après 12 semaines, vous recevez cette lettre de l'école. Et que dit la lettre? Votre fils est pourri, il est déficient, on détecte qu'il possède une maladie mentale, on n'autorise pas qu'il revienne à l'école. Si cela vous arrivait, que feriez-vous? Essayez d'y penser un tout petit peu. Vous recevez cette lettre, comment réagiriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez? Vous puniriez l'enfant, je sais pas moi, l'enverrez quelque part loin de la maison, peut-être dans certains coins, ce serait de la bastonnade, ou à un certain temps. Que feriez-vous? Eh bien, la mère qui a reçu cette lettre a lu ceci à l'enfant. Votre fils est un génie, cette école est trop petite pour lui et on n'a pas assez de bons professeurs pour lui enseigner. Veuillez lui enseigner vous-même. Donc, voilà une lettre que la mère reçoit. On peut regarder cette lettre-là comme la réalité
Et vous vous souvenez que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et en fait, la mère a exactement utilisé cela sans que l'enfant soit bien sûr conscient pour que cette information-là aille directement dans son subconscient. Sans que le conscient intervienne en disant que, oh, mais en réalité, la lettre qui a été reçue, c'est la lettre que j'ai lue précédemment. Mais la mère a lu cette lettre-là. Donc ceci est allé directement dans le subconscient de l'enfant. Et vous pouvez vous imaginer en termes d'émotions, les émotions qui sont vécues dans chaque cas de figure. Si la mère avait lu la vraie lettre, les émotions générées dans le subconscient, qui passeraient dans le subconscient de cet enfant-là, seraient tout autres quand on considère la lettre comme elle a été lue. Et cet enfant-là est devenu Thomas Edison, qui a inventé pas 1, pas 2, pas 3, pas 10, pas 100, mais 2332 brevets. Et ici, on le voit avec une de ses inventions, le phonographe. Donc, vous voyez l'importance, la puissance de nos pensées. Et on peut aller beaucoup plus loin. Comment on parle à nos enfants? C'est aussi une des leçons qu'il faut tirer. Puisque la mère aurait pu rentrer dans une colère, lire la lettre, et pendant plusieurs années lui dire « Tu es un vaurien, tu n'arriveras à rien, tu n'as même pas été capable de rester à l'école. » Mais au contraire, elle a lu cette lettre-là. Elle a imaginé une toute autre situation. Et imaginé les émotions créées dans le subconscient de cet enfant-là. Des émotions de « je suis un génie ». Il n'y a pas de bon professeur. Et ça a donné Thomas Edison et 2332 brevets. Dans l'autre cas, ça aurait donné peut-être une vie d'échec. Et Thomas Edison, plusieurs années plus tard, alors qu'il était en train de fouiller dans de vieux souvenirs de famille, il a trouvé la vraie lettre, celle qui avait été adressée à sa mère. Et après l'avoir lue, on dit qu'il a pleuré pendant des heures et il a écrit ceci dans son journal. Thomas Edison était un enfant pourri et déficient qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le génie du siècle. Et en terminant ce module, j'insiste sur ce point-là. Nous sommes des créateurs. Grâce à notre esprit, si on sait comment il fonctionne, on peut l'utiliser de façon comme Napoleon Hill le dit dans son livre Think and Grow Rich. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, donc il y a un élément de foi, il peut l'obtenir. Donc, tu es créateur. Tu penses à quelque chose, tu y crois, tu le transmets à ton subconscient avec la bonne émotion. Tu peux l'obtenir. Tout est possible si tu crois. Donc c'est ce qui conclut le deuxième module. Je vous donne rendez-vous au prochain module où je vais parler de la programmation mentale, donc des paradigmes dans notre subconscient. Donc je vous donne rendez-vous au prochain module. À bientôt.